Nous voilà au deuxième épisode de ce petit recap du draft Money League. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide pour pas que ça dure 20 minutes les trois épisodes. Fait que là, on était rendu au huitième rang, détenu par les Blackhawks de Chicago. Ils ont repêché Victor Eklund. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ben, on avait une offre, pas une offre, mais en fait, Lewis m'avait fait une offre, une probabilité d'échange avec son huitième avant le draft, peut-être 2 semaines avant. C'était le huitième. Il aurait pris. Là, je dis ça, puis j'espère que c'est pas grave, Lewis, si je raconte le deal qu'on avait peut-être en banque. C'était le huitième versus mon 14 puis mon 31e. Lewis devait hésiter entre deux, trois gars, mais peut-être quelques minutes avant son choix, il m'avait avisé comme quoi non, son joueur va être disponible. Puis effectivement, il y a eu Victor Eklund. C'était son joueur visé. Pour ma part, un peu comme Frondel, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup. Dans les notes ici, on peut voir que j'ai absolument rien d'écrit. Mais mettons, je vais vous le montrer, là, vu que j'ai pas grand-chose à dire sur Eklund. Ça ici, bon, mes notes personnelles, c'est écrit. Puis je peux aussi scroller de côté pour les notes de revue. Ça, comme je disais, regardez, je reviendrai avec ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais vraiment y aller avec mes opinions personnelles. Moi, Victor Eklund, je l'ai vu cet hiver au U20. Je ne l'ai pas détesté. Pour vrai, c'est un petit gars hargneux, il a un bon shot. Il aime aller vers l'enclave, ce qui est déjà très bon, surtout pour un petit joueur. Il a quoi, 5 pieds 11, je crois. Fait que je suis vraiment convaincu qu'il va avoir une carrière en Ligue nationale. Pour moi, je ne savais juste pas si ça allait être un top 6, un top 9 ou un middle 9. Pas un middle 9, mais un middle 6. Fait que c'était un petit peu pour ça que moi, je l'avais pas si haut que ça sur ma liste. Moi, si on va, j'allais dixième. Mais je suis quand même dans la moyenne. C'est Joe Girard, Philadelphie, qui l'avait 12e. C'était le plus bas. Et le meilleur classement qu'il a obtenu, ben, c'était Lewis 5e. Fait que quand on dit que c'était le joueur qui visait, on a la preuve. Bon. Avant de passer au prochain joueur, je veux quand même cibler ici sur le fichier Excel que j'ai à gauche, là, en jaune, pour ceux qui n'auraient pas noté ça l'année passée. C'est un peu la valeur, comment j'ai ciblé la valeur des choix des experts. C'est-à-dire que je prends tout le temps trois ou quatre revues spécialisées. Je fais une moyenne des trois. Les trois que je considère, ou les quatre que je considère les plus valables, les plus sérieuses, comme cette année Elite, McKenzie, puis Future Considération. À eux trois, je donnais une valeur de 75 ou 80% de la note, de leur ranking, dans le fond. Ensuite, j'ai pris Hockey News, The Athletic, Craig Button. Ces trois-là, là, Snake, j'ai pas dans une colonne. Là. Snake, il était pas. Non, cette année, je l'ai considéré dans la gang. C'est ça. Hockey News, parce que je me disais plusieurs personnes écoutent Processus. Fait que ça va jouer sur le ranking des gens, comme on a pu voir avec Cooper Simpson. Fait que c'est ça. Mettons, ces quatre-là avaient peut-être une valeur de 15% à peu près. Puis je pense que j'avais mis 5% pour la CSS. Non, cette année, je l'avais enlevé. En tout cas, tout ça pour dire que je fais une petite analyse. Ça donne un ranking. C'est comme Matthew Sheffer, partout, il était premier. Fait que son ranking est 1, 2. Mettons Martin, 4,68. Ça veut dire troisième total. 4,77. En tout cas, des fois, c'est des décimales qui font une différence. Là. En même temps, ça peut aider. Je vais te prendre un exemple. Ici, bien vite, regardez le 24e rang. Là, on peut voir, mettons, Reshny, Spence, 22,04, 22,73. La différence, si on prend la moyenne des rankings des revues, des spécialistes, c'est quand même dans le même range. Mais après, hop, on tombe au 25e avec Joshua Ravensbergen. Lui a 27. Fait que c'est 5 de différence. C'est une très grosse différence. Fait que pour moi, si on se fie juste aux revues, c'est comme s'il y avait un clash entre les 24 premières positions et les suivantes. Bon, on revient à notre pêchage. Au neuvième rang, c'était les Penguins de Pittsburgh. Leur choix a été Carter Bear, un joueur qui a été, inutile de le répéter, souvent blessé cette année. Si on regarde dans la liste ici, Carter Bear, son meilleur ranking, c'est le Snake. On en entend parler depuis le début de l'année. Je crois même que s'il n'avait pas été blessé, il l'aurait probablement mis 3 ou 4e. Fait qu'il a mis 7e. Puis le plus bas classement qu'il a reçu, c'est Craig Button. Moi, ce que j'avais entendu dire, je ne sais pas encore cette année que c'était ça. Craig Button, comment il fonctionne, c'est qu'il parle à des recruteurs Ligue nationale. Puis il fait son classement suite à ce qu'il a entendu au cours de la saison, mais surtout après les fêtes. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas. C'est-tu vrai? Il dit jamais les noms à qui il a parlé non plus. Là. Fait que c'est à prendre et à laisser. Fait que pour Carter Bear, j'ai une petite fiche ici.
J'ai malheureusement pas pu le voir jouer souvent. Je l'ai vu jouer 4 fois. Évidemment, moi, la plupart des matchs que j'ai regardés cette année pour le repêchage, c'était après les fêtes. Fait que Bear s'est blessé quand même rapidement. Puis je m'en cache pas, moi j'étais abonné à la Ligue de l'Ontario. Fait que j'avais tous les matchs à la Ligue de l'Ontario. Je m'abonnais une semaine sur 4 à la Ligue junior majeure du Québec. Parce qu'il y avait vraiment 2 joueurs que je voulais voir jouer. Puis finalement, c'est devenu 3 avec Bill Zonen. Mais c'est ça. Fait qu'une semaine sur 4, puis comment ça fonctionne quand tu t'abonnes, mettons, une semaine, tu peux aller voir les 20 games qui ont été là avant la journée que tu t'es abonné. Fait que dans la ligne, mettons, junior majeur, pas des games comme tout dans le junior, c'est la fin de semaine. Fait que moi, je m'abonnais, mettons, le mercredi soir. Quand je savais que j'avais congé le mercredi ou le jeudi, là, je me tapais le maximum de games que je pouvais avoir de Desnoyers, Carbonneau, Zanon avant euh, avant la date de mon abonnement. Fait qu'ensuite, je peux écouter toutes les games de la semaine, c'est-à-dire 3 pour chaque joueur. Fait que c'est de même que je maximisais, mettons, mon potentiel de game à avoir. Mais c'est ça. Carter Bear, un petit peu, la Ligue de l'Ouest, c'est un peu le même principe que je faisais. Je m'abonnais, dans l'Ouest, je m'abonnais 2 semaines sur 4 environ, parce qu'il y avait plus de joueurs que je voulais voir. Puis ça a donné que Bear s'est blessé. Comme dans les séries de Ligue de l'Ouest, je les ai toutes écoutées les games. Il n'y a aucune game d'un joueur qui était préétabli en première ronde que j'ai pas regardé. Fait que c'est ça, Carter Bear. Moi, c'est une affaire qui m'effrayait de Carter Bear, c'est son rang de sélection dans la Ligue de l'Ouest. Dans la Ligue de l'Ouest, il a été 132e overall. Autrement dit, c'est un gars qui a jamais dominé. C'est pas un gars qui était supposé être aussi haut dans un repêchage. Il y a une saison de rêve, là, en 56 matchs, 40 buts, 82 points, là, 77 minutes de pénalité. Côté positif, dynamique puis moteur. Ça, comme je disais dans le premier show, j'ai marqué 3. Ça veut pas dire qu'il est moins bon que d'autres. 3 sur 4 games que j'ai scouté. Fait que déjà là, on peut déjà dire c'était quoi son type de joueur. Un hitter instinct, hard worker, il compete, vision. Côté négatif, encore là un bémol sur 4 games. Il est mauvais en transition. Pour vrai, c'est pas lui, il faut qu'il sorte la POC de ta zone. Ensuite, les blessures, évidemment, puis l'indiscipline. Quand je parle d'indiscipline, je parle pas juste de ses minutes de pénalité. Je parle aussi des fois sur son positionnement. À vouloir frapper tout ce qui bouge, ça pouvait créer des fois, pas un revirement, mais un trou dans la contre-attaque, dans la position qu'il aurait dû prendre. Fait qu'incomparable, moi je persiste à croire un genre de TJ Oshie. Seulement observé 4 fois, j'ai rien vu d'offensif dans son jeu. Quand je dis offensif, c'est un grinder, c'est un joueur de soutien. C'est pas lui qui va leader un trio, mais c'est lui que tu peux mettre sur la glace comme premier chef pour donner l'énergie à l'équipe entière. Prochain choix. On est rendu au 10e rang, les Rangers de New York, qui avaient mis leur choix disponible, puis finalement, ils ont décidé de repêcher. Brady Martin. Je pense que tout le monde adore Brady Martin. Ce qui reste à savoir, est-ce que c'est un gars qui va avoir une incidence offensive? Ça, c'est à déterminer un petit peu plus tard. Si on regarde ici, mettons son classement, Brady Martin sur la ligne 11 que j'ai assuré. Ses meilleurs classements, ben, Button, Snake, moi-même, on l'avait mis 6e. Puis dans ses CP classement, c'est Lewis 15e. Mais je pense que c'est un gars vraiment qui va être repêché entre 10 et 14, entre 9 et 14 peut-être. Personnellement, j'aspirais à l'obtenir avec mon 12e overall avant le tri. Parce que dans la saison, je m'étais noté qu'il jouait avec de très mauvais joueurs. Comment il s'appelle le tout petit? Là, j'ai un blanc. En tout cas, le numéro 26, si je ne me trompe pas, dans son équipe. En tout cas, je trouvais vraiment qu'il y avait des line mates incapables de soutenir ses attaques. Puis il n'était pas aussi hargneux qu'on a vu dans le U18. Moi, le U18, ça m'a fait mal parce que je crois vraiment que je l'aurais eu même 13e overall, Martin, avant le U18, où est-ce qu'il a été dominant, qui a été spectaculaire, suspendu, etc. Fait que c'est ça. Je ne l'ai pas eu, je savais dès lors que je ne l'aurais pas avec mes choix 13-14. Fait que c'est ça. Au 10e rang, c'est un excellent pick pour Sylvain, pour les Rangers. On va checker voir ses petites notes. Je pense que tout le monde le connaît. Je vais passer vite sur lui. Martin. Ah, j'ai même pas de notes sur Martin. Ah, j'ai oublié de les écrire. Fait que ça va aller plus vite que prévu. J'ai pas les notes sur lui. Je l'afficherai au pire sur le site, soit sur Facebook ou pour faire, il va falloir que je fasse le screenshot. Fait qu'au 11e rang, le choix de Vegas. J'ai pas noté l'échange de Boston
pour l'envoyer à Vegas, le 11e au total, parce que de mémoire, c'était à Columbus qui avait été. Ensuite, ça a été l'échange pour le premier. En tout cas, peu importe. Fait qu'il y a eu un petit peu trop d'échanges. J'ai pas tout noté. Fait que Jackson Smith, à mes yeux, le deuxième meilleur défenseur du repêchage après Schaeffer, et de loin. Jackson Smith est probablement avec Jack Nesbitt les deux joueurs qui ont le plus bougé dans ma liste personnelle. Moi, je l'avais, comme je disais, deuxième, mais je l'avais surtout au 12e rang, à peu près au rang qui a été sélectionné en ce moment, 11e. Si on regarde sa fiche. Hmm, voilà. Pour sa fiche, Jackson Smith, quand même un deuxième au total dans la Ligue de l'Ouest. Dans la Ligue de l'Ouest, je crois que c'est celui que j'ai scouté le plus, avec 16 fois. Oui, mais c'est sûr que ça l'aide en ayant joué au U18. Moi, je veux dire, sa fin de saison dans la Ligue de l'Ouest, plus son U18, je l'ai trouvé dominant, surtout offensivement. Il ne m'a pas impressionné tant pour son tir pendant la saison, mais dans la fin de saison, je serais étonné de voir la statistique. Je pense que je l'ai vu dans une revue, mais comme je dis, je ne veux pas en parler, parce que là, je veux y aller avec ce que moi j'ai vu, et non ce que j'ai lu. Fait que sa fluidité, c'est élite. Lui et Cam Reed, c'est probablement les deux tops que j'ai observés cette année. Son pourcentage de tir, tu sais, quand on appelle un shot un laser, je crois qu'il l'a en banque. Sa vitesse, très calme avec la puck. C'est un côté positif et négatif, j'en reparlerai plus tard. Il coupe bien les deux bleus, c'est-à-dire qu'il donne pas sa bleue, puis même des fois quand il y a un turnover qui se fait avec ses attaquants, il aime bien pincher à sa bleue. Il est physique, il a quand même des bonnes mains. Encore là, je le répète, c'est ce que moi j'ai vu. Je ne dis pas que c'est un fait, mais dans les games que j'ai vus, c'est ce que. Mettons, pour prendre un exemple, Joel Armia, tu regardes une game, tu peux dire que son stick handling est élite. Mais ça reste Joel Armia. Côté négatif pour Jackson Smith. En défensive, et il tourne souvent le dos au jeu. Moi, je regardais, mettons, un exemple en power play, en infériorité numérique. Il est devant le filet, il check un joueur qui est, mettons, à la ligne des buts. Le jeu se passe à bleu, mais lui, il fait face à son joueur, il ne bouge plus. Ça, c'est peut-être un petit peu problématique. C'est bizarre à dire, mais je dirais peut-être le QI ou le hockey sense. Bon, plus le hockey sense qui est peut-être défaillant. Ses décisions sont lentes avec la POC. Il transporte bien la POC, mais quand il arrive pour faire une passe ou une feinte, il ralentit un petit peu. Un versus un difficile dans sa zone. Il va falloir qu'il apprenne. Il bouge bien les pieds, pourtant, là, c'est pas une faiblesse. Je pense juste que c'est quelque chose qui va s'améliorer assez facilement pour le prochain niveau. Puis c'est un high risk en transition. C'est-à-dire, souvent on le voyait, mettons, son coéquipier prendre la POC, avancer, sortir de la zone, lui, il partait comme une flèche. Puis si son coéquipier perdait la rondelle, il n'y avait plus personne derrière. Fait que des fois, c'est sa prise de décision dans la transition qui est défaillante. Le comparable, c'est Josh Morrissey. Quand je disais qu'il est calme avec la POC, moi je l'ai mis dans les positifs à cause de Josh Morrissey. Mais dans l'année du repêchage, oui, j'avais repêché Morrissey, mais pour moi, je l'avais même mis calme avec la POC dans les négatifs. Pourquoi? Des fois, tu te demandes si c'est de la nonchalance ou simplement parce qu'il est sûr de lui. Fait que ça va être à voir, dans le fond, avec son évolution. Je l'écrivais justement ici, le comparable difficile. Je jongle avec le positif quand je vois son camp. Bon, il a un tir très précis. Son jeu défensif doit être amélioré. Mais c'est comme je répète, c'était vraiment le défenseur. J'aurais bien aimé qu'il glisse. Là. C'était à un rang ou deux d'une de mes sélections. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Au 12e rang, les Canucks de Vancouver. Ils avaient échangé à San Jose. Je ne me rappelle pas du deal. Fait que les Sharks ont sélectionné, sans surprise, un grand et gros bonhomme, Roger McQueen. C'est pas simplement parce qu'il est grand et gros, sans parler d'un vol, c'est probablement là qu'il va être repêché de Ligue nationale aussi. Un instant, j'ai un téléphone. Bon, désolé du petit contretemps. On parlait donc de Roger McQueen. Fait que Roger McQueen, c'est ça que je disais, il est à peu près dans les rankings qui devraient être repêchés. Il est conseillé entre 5 et 14e. Snake, c'est celui qui met le plus bas. On s'entend tous, là, il aurait été vraiment plus haut. Ça n'avait pas été de ses blessures au dos. Le petit spectre, le petit fantôme de Lindstrom qui plane. Mais oui, moi, dans les games que j'ai vus de McQueen, j'ai quelques petites affaires à me montrer. Voilà.
J'ai quand même vu 8 fois. C'est que je m'obligeais à le voir parce que je trouvais qu'avec mon cinquième ou septième, c'est un gars qui allait être disponible et qui m'intriguait beaucoup. Quatrième au total dans la Ligue de l'Ouest. Il est physique, il est responsable, il drive le net, sa vitesse. Ça, je tiens quand même à le souligner. 4 fois sur 8, mais il y a pas une explosion. Quand il prend sa vitesse en zone centrale, il aime faire l'effet slingshot, si on veut, même à égalité numérique. Il revient dans la partie inférieure, si on veut, de la zone neutre pour pogner son air d'élan. Puis il aime capter les passes, là, give and go, là, un petit peu. Il a un shot pesant. Encore là, comme bien des grands joueurs, par contre, il est lent avant de shotter. Fait que ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il développe. Là. Il a un bâton très actif défensivement. Ça c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Puis il a une agilité étonnante. Je veux dire, comparé à un Porter Martone, à un Nesbitt, les gros joueurs, les gros attaquants de la première ronde, là, c'est probablement celui qui sort le plus du lot. Pour ça, sans sa blessure, pour moi, c'est un safe top 5. Côté négatif, il est très mauvais dans les face-offs. J'ai parlé de Jake O'Brien, lui aussi c'est un des moins bons. Il est peu créatif avec la POC. C'est pas quelqu'un qui va déjouer, faire un jeu de finesse. Il est indiscipliné. Puis vraiment beaucoup d'accrochage. Ça, c'est peut-être un problème. Pourtant, il a quand même pas un mauvais jeu de pied, surtout pour sa grandeur. C'est à voir avec plus de matchs à voir de lui. Puis il est très lent avant son right shot. Comme je disais, c'est peut-être son défaut. Comparable, là, ici, je l'ai écrit loin. Là, comme j'ai depuis, j'ai lu un petit peu là, Josh Anderson, Tom Wilson. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que c'est un gars, oui, il n'a pas un gros potentiel pour être la vedette, mais il peut devenir un bon complément. Ce que Anderson n'a jamais été, puis ce que Tom Wilson est. Est-ce que Tom Wilson et McQueen ont la même hargne? Non. Est-ce qu'ils frappent aussi dur les deux? Oui. Wilson veut détruire, pas nécessairement McQueen, mais McQueen a la grandeur et la grosseur qu'il a face aux joueurs de junior, ça paraît. Fait comme j'ai écrit, difficile de classer McQueen, 2 blessures au dos. Je retiens surtout son agilité et son patin surprenant pour sa shape. De loin supérieur à Slavkovski ou Martin sur cet exemple. Il est hargneux et il veut faire mal. Prototype power forward. Si muté à l'aile NHL, pourrait valoir son pesant d'or. C'est un peu ce que je crois aussi qu'il pourrait, surtout avec son patin quand même en ligne droite qui est très intéressant. Je pense qu'il pourrait vraiment se concentrer à l'aile puis devenir un meilleur joueur. Là, au 13e rang, on tombe avec un de mes choix, Lyndon Lakovic. Je ne m'en suis pas caché au repêchage. C'était mon choix de cœur. C'est un gars que je sais que je le vois beaucoup trop haut. J'hésitais même à le mettre 7e. Sur ma liste, il était 7e. Fait que si O'Brien il avait été pris, j'aurais pas pris Frondel, j'aurais pris Lakovic. En fait, non, Martin, je l'ai remonté là, pour les raisons que j'ai expliquées tantôt. Là. Mais Lakovic, c'était vraiment quelqu'un que j'aurais été très déçu de mon repêchage si je ne l'avais pas dans mes rangs. Pour un petit peu voir la moyenne au bâton qu'il risque d'avoir. Button, si vraiment il se fie à ce que les recruteurs disent dans les arénas, le classe 25e, donc je le surévalue de beaucoup. Sinon, ben moi, 7e. Ensuite, on va à la future considération, je vais le mettre 10e. Ben, je pense vraiment que c'est un gars qui va sortir justement dans ces eaux-là, là, entre 12 et 20. La petite fiche, lui, j'ai quand même je vais vous présenter un peu ma façon de faire quand je recrute, quand je fais du scouting. Mettons, ça, c'est la feuille comme je montre depuis tantôt. OK, Lyndon Lakovic, 27e au total. Top speed, efficace en piqué, un des plus efficaces que j'ai vu dans le repêchage. L'accélération, forecheck, vision, pied bouge toujours. C'est probablement un des meilleurs à ce niveau-là. Il y a un quick shot. No high-end shot. Ça, c'est par contre, il y a un tir slingshot. Ça peut être bon, mais il faut que tu te crées de l'espace. Il y a le patin pour le faire, mais je ne suis pas convaincu que ça va fonctionner. Il dégaine lentement, mais il se prend large. C'est ça que j'aime moins un petit peu dans son aspect. Puis ses passing odds en sortie de zone, c'est vraiment pas un gars de transition. Je trouve vraiment qu'il fait des passes, pas des passes suicides, mais des passes latérales à haut risque. Puis inutile, vraiment inutile. Il y a de l'espace pour continuer, pour monter la rondelle, puis il ne le fait pas. Ça fait peur. Là, ça comparé à Mikko Rantanen, je suis convaincu qu'il a le potentiel. Ce que j'ai noté, j'aurais aimé l'observer davantage, parce que je l'ai vu juste 10 fois jouer. Beaucoup d'effets. Wow. Ah, quand je dis 10 fois, je l'ai vu au début de l'année, 2-3 fois, là,
Je me rappelle plus, c'était octobre, novembre. Il était désastreux. La première game que j'ai vue de lui, j'avais écrit Don't Touch, juste pour donner un exemple. Là. Fait que quand je me suis remis à réécouter davantage les games après les fights de la Ligue de l'Ouest, c'est par erreur que je l'ai vu. Je voulais plus le scouter à mes yeux. Je me disais, bon, dans le top 17, je le mets même pas. J'avais le 17e choix à ce moment-là, 17-18 à peu près. C'était le choix que j'avais acquis de San Jose pour Rust, qui est devenu le 31e malheureusement. Mais bon, passons. Fait que je pensais vraiment pas que la Kovic allait être dans mes choix. Puis j'observais un autre joueur, je me rappelle plus, c'était-tu McQueen, c'était-tu Bear. Puis il jouait contre la Kovic. Puis boum, là je l'ai revu, j'ai fait, wow, c'est le meilleur joueur sur la glace. À partir de là, j'ai essayé de donner un rush pour l'écouter, puis bien observer ses caractéristiques. De là, simplement 10 scouting, mais réellement, c'est peut-être plus 13 ou 14. Là. Comme je disais avant les fêtes, je prenais pas des notes. Fait que comparable, Rantanen, j'aurais aimé l'observer plus. Il a beaucoup d'effets wow dans sa créativité. Se déplace comme un beau mister. Il a l'air d'un pro dans l'ensemble de son jeu. Tête haute, bâton sur la glace sans arrêt. Ça, je tiens quand même à souligner. Ceux que, je ne sais pas si dans les highlights on le voit, mais quand il n'y a pas la POC, ça en est même un petit peu ridicule comment il dépose toujours son bâton sur la glace, se donne en position de réception. Oui, je suis d'accord, mais des fois, ça en est forcé. C'est bizarre. Mais bon, c'est quand même bon. Là. Il continue de patiner en le faisant. Là, c'est correct. Il évoluait pour la pire équipe junior que j'ai suivie cette saison. Probablement le meilleur value pick s'il ne sort pas top 10. Pour compléter pour Lakovic, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mettons, là, Lakovic, là, ici, je ne les ai pas toutes mis. Là, j'ai screenshoté des matchs. Là, comment j'écris mes affaires. Là. C'est un petit peu pêle-mêle. Des fois, j'étais à la job, j'écoute en rediffusion. Mettons ici, Lakovic, la deuxième game. Premier match, j'ai écouté 3 games. Ben, en fait, 2 games. Fait qu'ici, Saskatoon contre Moose Jaw. Bon, j'ai marqué wow, il fait que handler, stick, balance shot, powerplay. Bon, on peut voir un petit peu comment ça marche. Là. IN, puck control. J'ai marqué Army en parenthèse. Tu sais, quand je dis je note quelque chose pour une game, ça veut pas dire que le gars, c'est Mario Lemieux. Toujours la tête haute. Il était noté à la fin de la game un redraft 2030, possibilité d'un top 3 des attaquants pour Lakovic. Ici en haut, on voit un autre game que j'avais vu, là, Schmid, Bear. Là, je ne le noterai pas pour en audio. Là, ceux qui veulent voir, faites pause puis regardez ce que j'ai dit, ce que j'ai pu écrire. Là. Je marquais tout le temps dans le fond, là, comme bon, la game Vancouver contre Everett, j'ai Schmid, le numéro 19, que je voulais voir, contre Bear, le numéro 11. Ensuite, là, je marquais tout ce que je pouvais voir. Si je le voyais au moins 2 fois, je l'inscrivais. T'sais, si, mettons, le gars, je sais pas moi, il fait un jeu incroyable, un maniement de bâton, une fois, je l'écris pas. Une deuxième fois, je l'écris. Là, après, je pouvais augmenter la qualité de la caractéristique pendant la game. Puis à la fin, des fois, des joueurs que je ne scoutais pas, exemple, Tyler Thorpe, je l'ai écrit à gauche de l'écran. Ne crains pas de faire des montées complètes, patin descend, joue bien sa portée, en tout cas. Ça vous donne une idée. Là. Je vais en montrer un autre juste pour donner une idée. Mettons le 11 mars, encore Lakovic. Là. C'est juste du Lakovic ici. Les Rebels contre Moose Jaw, le 11 mars. Bon, j'avais marqué son défaut, son efficacité dans le pourcentage de ses shots. Ce game-là, il jouait à droite au lieu de jouer à gauche. Responsable 3 zones. Bon, je ne répéterai pas ça inutilement. Vous pouvez le voir. Puis si jamais il y a un joueur, vous voulez voir ça, je ferai les screenshots, je vous les enverrai ou je les mettrai sur Internet. Je n'ai pas de problème avec ça. Au 14e rang, encore un de mes choix, c'était Radim Murtka. Radim Murtka, non, comme je répondais à Chevs sur le forum, je pense vraiment pas que ça va être un gars offensif. Même dans l'Ouest, il n'est pas très offensif. Je n'ai pas des statistiques exactes, mais le nombre de fois que ses points sont sur une deuxième passe ou sur un tir raté, dévié, qui est repris ou un rebond, puis qui reçoit une passe, sont majoritaires, là, ça c'est sûr. Fait que je crois vraiment pas que sa vision puis cet aspect-là de son jeu mérite un 14e rang. Moi, c'est vraiment parce que je pense que c'est un défenseur qui va tomber dans une ligue simulée à 88-90 de def. Puis c'est ce que je recherchais. Mettons, si on regarde les rankings, le plus bas, c'est Dave, justement, qui l'a mis 21e. Le plus haut, c'est The Athletic qui le mettait 7e. C'est sûr qu'avec sa shape, il risque d'être repêché beaucoup trop tôt dans la Ligue nationale. Mais il va avoir. C'est un safe top 4, à mon avis. Si on regarde la petite fiche. Murtka.
Murtka, ce qui m'avait le plus impressionné cette année, c'était son backstep, sa vitesse de reculon. Je pense vraiment que c'est le joueur que j'ai vu depuis au moins 2 ou 3 ans à son âge. Là, c'est élite. Fait que, bon, ici, je l'ai écrit, le meilleur backspeed. Lui, c'en a un autre, je l'ai scouté 12 fois. C'en a un autre qu'au début, c'est pas lui que je regardais dans les parties. Ça a donné que je regardais quelqu'un d'autre, puis que je le voyais sur la glace, puis qu'il ressortait. C'est pour ça que je me suis mis à le scouter davantage vers la fin de la saison, ainsi qu'au U20, évidemment. U20 ou U18? U20, ouais, U20, j'avais commencé à le voir, c'est vrai. Fait que le meilleur backspeed du draft, responsable dans les 3 zones, piqué spécialiste, long reach, ça l'aide. Une bonne anticipation. Il coupe les entrées de zone, encore là, avec sa longue portée, ça l'aide. Protect puck efficace. Négativement, peut-être son positionnement. Parfois, sur le rush, tente peut-être de forcer le jeu un petit peu en zone adverse. Il est indiscipliné. Surtout, encore là, ça va avec son positionnement, là, pas juste les minutes de pénalité. Puis l'agilité défaillante. Contrairement, mettons, à un McQueen qui est très agile pour sa grosseur, Murtka ne l'est pas. Des fois, il s'enfarge dans ses pieds. Puis ça, c'est une affaire qui est très dérangeant. Par contre, il y a un mauvais angle d'attaque pour ses mises en échec. Ça, j'ai remarqué à un moment donné, il se fait déborder, mais pas tant à cause de la vitesse. C'est vraiment, soit il voit trop haut, trop positivement sa propre accélération, soit il est habitué peut-être avec sa portée de pouvoir récupérer quand il y a un mauvais angle. En tout cas, peu importe, dans le plus haut niveau, ça va être un gros problème s'il ne règle pas ça. Moi, mon comparable, c'est Zadorov. J'appelle ça un work in progress. Il n'est pas seulement grand et gros. Il peut jouer au hockey. Dans les 3 zones, ne sera jamais un QB, mais son anticipation lui permet de créer des turnovers en sa faveur. Son backspeed m'a beaucoup impressionné. Ensuite, on va en faire un dernier, peut-être. Non, 2 derniers. On va y aller pour un petit peu. Il va être un petit peu plus long, ce vidéo-là. Ah non, un dernier. C'est bon. On va faire 4 vidéos, là. Je vais prendre la décision au lieu de 3. Fait que, au 15e rang, les Panthers de la Floride ont repêché le deuxième Québécois du repêchage, Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, on peut voir sur la fiche, le plus bas, c'est 21e Hockey News. Et le plus haut, c'est The Athletic. Non, excusez, c'est Elite Prospect qui le mettait 11e. Rendu au 15e rang, c'est un choix assez facile à faire. Personnellement, je ne suis pas un joueur qui m'a emballé. Si on revient un petit peu en arrière, mettons au mois de novembre, je me disais, Carbonneau, après, mettons les games CHL, là, comment on appelle ça déjà avant, c'était Bobby Orr contre Gordie Howe, là, j'ai un blanc. Là. En tout cas, le genre de classique Subway qu'ils font. Là. Carbonneau, il m'impressionnait plus que Desnoyers. Je comprenais pas qu'il y avait un gap aussi gros entre les deux. Je comprenais que Desnoyers, il y avait un aspect plus d'habileté, mais Carbonneau, il y avait un tir, il y avait le patin, en tout cas. Fait que dans les notes que j'ai prises pour Carbonneau, je ne l'ai pas vu aussi souvent jouer qu'espéré, parce que j'étais vraiment certain qu'il allait se rendre en série. Puis je me gardais du temps pour lui rendu en playoff. J'ai scouté 7 fois. Bon speed, great shot pass. Quand je parle de great shot pass, là, pour les plus vieux, là, je pense plus à l'idée Patrice Brisebois là, quand il est en powerplay à la pointe. Là. Un joueur d'énergie, physique, stick handling. Moi, j'ai marqué no iron skill. Certains seront sûrement pas convaincus, mais no iron skill, là, Carter Bear non plus. Là. Fait que c'est pas, ça veut pas dire qu'il fera pas son 60-65 points dans la Ligue nationale. Tout est possible. Moi, je trouve que son hockey sense, c'est discutable. Des fois, sa prise de décision d'aller vers un joueur en forecheck, je ne comprends pas. Il y a déjà un gars dessus en poursuite. Fait que ça, c'est peut-être que son plus gros défaut qui est apparent dans les parties que j'ai vues. En défensive, il est assez décevant dans sa zone. Couvre pas bien les ailes, pas les ailes, excusez, là, mais il couvre pas bien les défenseurs. L'angle de forecheck, des fois douteuse. Passing skill limité. Je pense que je ne l'ai pas vu faire une saucer dans les 7 games encore là. Quand je dis ça, prenez le temps pour acquis. Je l'ai juste vu 7 fois. Je ne l'ai pas vu 20 fois. Ça se peut que ça n'a juste jamais à donner non plus. Pour moi, Carbonneau est safe NHL, mais bottom 6. Ça, c'est un petit peu sévère. Je dirais middle 6. J'aime son énergie, même qu'au début de la saison, bon, ça faut que m'impressionnait. Présentement, je me demande si Zonon ne pourrait pas le dépasser pour le repêchage. Encore là, c'est un petit peu exagéré. Je pense vraiment que Carbonneau va être devant Zonon. Mais Zonon, le gap que je parlais tantôt entre Desnoyers et Carbonneau n'est pas aussi grand qu'on pense. Moi, je pense qu'il n'est pas aussi grand non plus entre Carbonneau et Zonon.
OK, j'arrête ça au 15e rang pour pas dépasser la demi-heure d'enregistrement. Fait que ça va être 4 shows au lieu de 3, comme j'avais envisagé au début du premier. OK, on s'en reparle un petit peu plus tard.